Bien, bonjour, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire organisé en partenariat avec les conseillers du commerce extérieur bretons, indiens et le World Trade Center en Bretagne. Je vais passer la parole sans plus tarder donc à notre modérateur Vianney Meignier de Business France. Qui sera, donc comme je dis, qui sera le modérateur, qui fera donc l'introduction et qui a préparé un déroulé pour nos différents intervenants que je remercie chaleureusement dès maintenant. Franck Mailleux de l'entreprise M-Extend, Émilie Moulard d'Andros et Maxime Cabon de l'entreprise Secma Cabon. Vianney, je te laisse le soin de te présenter, de présenter Business France et je te donne la parole. Je rappelle, merci à toutes et tous de couper vos micros, votre caméra si vous ne parlez pas afin de faciliter la bande passante. Merci. Oui, donc merci Nicolas. Bonjour à tous. Je suis Vianney Meignier. Je suis en charge du pôle agrotech sur la zone Inde pour Business France. La zone Inde, pour nous, c'est donc l'Inde, qu'on sert à partir de 4 bureaux, mais c'est aussi le Sri Lanka et le Bangladesh qu'on couvre depuis notre dispositif en Inde. Alors, Business France, pour, on va dire de manière très synthétique, nous présenter, nous sommes l'agence nationale en charge de l'internationalisation de l'économie française. On a 3 grandes missions, c'est l'accompagnement des entreprises dans leur développement international, et puis l'accompagnement des projets d'investissement internationaux vers la France. Et la 3e mission, c'est la promotion et la gestion du programme du volontariat international en entreprise. Alors, en Inde, comme je disais, on est présent sur 4 sites, à l'ambassade et dans les consulats généraux, et puis c'est à peu près une trentaine de personnes. Donc on a aujourd'hui un format qui est très ramassé d'1 heure. Je ne vais pas vous parler du cadre général et de l'ambition. On peut même parler de l'émergence de l'Inde comme une puissance de premier plan, ou encore de la relation bilatérale fluide, excellente entre nos 2 pays, avec notamment la venue du Premier ministre Narendra Modi comme invité d'honneur aux célébrations du 14 juillet cette année. Je vais faire une petite introduction en plantant le décor avec quelques chiffres évocateurs. Et donc, en partant d'un premier constat, l'Inde est un géant agricole. La surface agricole totale couvre près de 180 millions d'hectares. C'est la 7e surface agricole mondiale, avec une intensité de culture de 150%. Et ça, c'est un point assez intéressant. C'est une singularité indienne, puisque pour nombre de cultures, nous avons 3 récoltes par an. C'est lié notamment au climat et à la flore locale. L'agriculture, elle a une place particulière dans l'économie et dans la société indienne. Elle représente près de 17% du PIB national. En ratio, c'est 10 fois plus que la France. Et elle a connu en 2021 donc, une croissance de 3,6%. Alors, c'est un petit peu moins que la croissance du PIB national, qui est, elle, évaluée à 9%, ce qui est là pour le coup un pourcentage impressionnant. Je crois que c'est la 2e croissance au sein des pays du G20. Donc 3,6% pour le secteur agricole, mais un secteur qui n'a pas connu de récession pendant la crise sanitaire du Covid-19, car très rapidement, c'est un secteur qui a été défini comme essentiel par le gouvernement central et donc a été exempté des mesures de confinement les plus contraignantes. C'est une grande surface agricole, mais c'est une surface agricole qui est très fractionnée. On a environ 146 millions d'exploitations agricoles répertoriées. Ça nous donne une surface moyenne de à peine plus d'1 hectare. Et donc ça, c'est aussi un chiffre clé pour comprendre la structure du secteur agricole. Près de 9 exploitations sur 10 sont de petites exploitations d'une surface inférieure à 2 hectares.
Pour comprendre aussi l'agriculture indienne, il faut faire un petit retour dans le passé, dans les années 60 notamment, et stratégie en fait, d'autosuffisance et de souveraineté qui a été mis en place à l'époque par les autorités. Ça avait été fait pour, je dirais, d'une part, éradiquer tout risque de famine, et puis affirmer le pays comme un pays souverain, non dépendant de l'extérieur. Et donc, cette politique des années 60, elle a encore aujourd'hui finalement une résonance, hein, puisque certains des programmes mis en place à l'époque, je pense notamment au Minimum Support Price, qui définit, enfin à l'avance, mais chaque saison, le prix d'achat de certaines denrées agricoles, comme le blé, le riz ou la canne à sucre. Et autre programme qui, on va dire, lié, c'est le programme de distribution qui fait qu'aujourd'hui, tout Indien a droit à l'achat de ces denrées, de certaines denrées, à des prix subventionnés. Voilà. Et donc, c'est aussi un marqueur fort de la structuration du secteur agricole en Inde. Donc, l'Inde, c'est le premier producteur mondial de lait, et Émilie va nous en parler plus en détail. De manière un peu contre-intuitive également, c'est aussi le premier producteur mondial de viande de buffle, même si c'est un pays dont on a l'impression qu'il est végétarien. 70% de la population mange de la viande, même si, encore une fois, on devait comparé avec la consommation française, par exemple, on est quand même sur des volumes beaucoup plus faibles, hein. Je pense qu'on est en dessous de 8 kilos par habitant et par an. C'est aussi le deuxième producteur mondial de blé, de riz, de fruits et légumes. Avec 300 millions de tonnes, l'Inde produit 12% de la production mondiale de fruits et légumes. Voilà. Et c'est également le deuxième producteur de canne à sucre, où, où là, l'Inde se bat coude à coude avec le Brésil. Et chaque année, finalement, ils se disputent la domination mondiale du secteur. Donc, premier constat, l'Inde est un géant agricole. Mais deuxième constat, si l'Inde est un géant agricole, le pays doit encore développer son industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, seuls 15% de la production est transformée. Donc il y a une double problématique, je dirais, une problématique de valorisation de la production et une problématique d'exposition à un taux de déchets important. On évalue à peu près à 35-40% de la nourriture produite qui se termine en gaspillage. Et ça, là, intervient principalement dans les étapes de manipulation, de stockage et de transport des denrées agricoles. Cela constitue donc un défi, mais aussi des opportunités pour les entreprises du secteur agroalimentaire qui, par leurs équipements, peuvent contribuer à davantage conditionner et donc à valoriser cette manne agricole. Je conclurai en disant que pour répondre à ces problématiques, à ces défis, il y a des initiatives, des dispositifs publics ambitieux émanant du gouvernement central, mais aussi des gouvernements régionaux. Vous avez notamment la création des méga food parks, qui sont des infrastructures centralisées au plus proche des cultures qui permettent une première transformation et à partir desquelles les acteurs industriels peuvent aussi s'associer et y implanter leur usine de production. Vous avez les agro-processing clusters, qui sont des dispositifs qui encouragent les entreprises d'un même secteur à se regrouper autour d'un périmètre géographique afin de trouver des synergies. Vous avez un certain nombre de projets d'infrastructure de chaîne du froid qui sont réalisés avec des financements publics. Donc vous avez la partie publique, mais vous avez aussi les grands acteurs agro-industriels nationaux, hein, mais aussi internationaux, qui s'adaptent à l'évolution des habitudes de consommation et à l'émergence d'une classe moyenne jeune. La moitié de la population a moins de 27 ans, citadine. Alors, seul un tiers de la population vit dans les grandes villes, mais ce tiers représente 2 tiers du PIB et donc aussi finalement les moyens d'achat de produits un peu plus sophistiqués.
et puis aussi une évolution des circuits de distribution formels, donc GMS, distribution e-commerce, qui, on va dire de manière assez rapide, supplante le secteur de la distribution informelle qui prévalait jusqu'à peu et qui consistait finalement à des circuits hors circuit via des petits kiosques ou finalement voilà, des structures qui sont pas enregistrées dans le registre du commerce. Voilà, donc je ne tarderai pas plus avec cette introduction. J'ai planté le décor. Nicolas nous a présenté très très brièvement nos trois intervenants. Je vais donc commencer par les laisser se présenter de manière synthétique pour nous dire qui ils sont et pour nous dire aussi quel est l'historique de leur société avec le marché indien où ils en sont aujourd'hui. Émilie, je te laisserai peut-être débuter. Ok, vous m'entendez toujours? Très bien. Allô? Ouais, c'est bon. Ok. Je me présente, Émilie Moulard, je suis responsable pour Andros. Je suis arrivée en Inde en 2006, donc bientôt 17 ans, en VIE à l'époque. Je travaillais longtemps chez Royal Canin et j'ai repris Andros il y a 4 ans. Quand l'entreprise a commencé une joint venture à 50-50 avec Héritage pour fabriquer des yaourts aux fruits. Puisqu'Andros, en plus d'avoir Andros, Bonne Maman, a aussi Mamie Nova. On fabrique des yaourts aux fruits dans une usine qu'on a avec notre partenaire créée à Mumbai. Et on vend dans toute l'Inde du Sud et on vient de lancer à Delhi. En parallèle, je fais des jus de canne à sucre. On a développé avec Andros et que je suis en train de vendre. Voilà. Donc c'est un challenge intéressant parce que l'Inde est un marché laitier. C'est le premier marché laitier, comme l'a dit Vianney. Pour autant, le système de distribution est assez compliqué. La chaîne du froid n'est pas évidente. Et puis, bon, pour nous, les yaourts aux fruits, même s'ils consomment beaucoup de produits laitiers, ils n'ont pas l'habitude d'en manger. Voilà. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci. Merci Émilie. Peut-être Franck Mailleux, société M-Extend. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Franck Mailleux, en effet, membre du directoire et notamment en charge du développement de l'entreprise M-Extend, entreprise familiale, industrielle, bretonne. On est basé près de Rennes, mais également depuis quelques années, au-delà de la commercialisation, on fabrique en Inde, au Brésil. Nous, notre histoire indienne, elle a un petit peu plus de 10 ans, hein, 11 ans, où pour nous, ce qui est intéressant d'un point de vue marché, c'est les tracteurs, puisqu'on produit des équipements qui permettent la manutention à partir de la plateforme tracteur. Et les tracteurs en unité, le plus gros marché est l'Inde. Donc forcément, ça nous intéressait. Et donc c'est pour ça qu'en 2012, pardon, on a été construire notre aventure là-bas, aventure industrielle et commerciale, initiée avec une autre famille, puisque c'est une entreprise familiale M-Extend, avec une autre famille indienne qui nous a justement accompagnés sur nos premiers pas. Et ça a été forcément très utile. Nous, notre histoire, c'est une histoire donc 2012 où on est une petite dizaine, quinzaine de personnes, où on revoit notre offre produit pour l'adapter à un marché où finalement l'agriculteur n'est peut-être pas celui européen, mais peut-être moins doux avec la machine. Et donc, on revoit toute notre offre produit et puis on met du temps à se développer parce que l'Inde est aussi un pays où il faut être patient et où la partie manutention dans
l'agriculture ne se fait pas immédiatement encore aujourd'hui. Et ce qui nous a permis plus récemment de nous développer finalement, c'est la capacité à l'Inde d'exporter, et notamment aux constructeurs de tracteurs d'exporter leurs tracteurs au-delà de leurs frontières. Je pense que au-delà des tracteurs, il y a également cette intention d'un point de vue lait, et c'est ce qui nous a permis très récemment d'investir dans une nouvelle usine du côté de Pune, où on est basé au sud de Mumbai, de Bombay. Et donc, on est en pleine expansion, particulièrement pas porté par le marché local, mais plus porté par les exportations de tracteurs à l'étranger, des constructeurs tractoristes indiens qui veulent avoir pour leurs équipements également du Make in India. Merci beaucoup, Franck. Maxime Cabon, président de SECMA Cabon. Bonjour à tous. Maxime Cabon, on est une petite entreprise familiale bretonne d'une petite cinquantaine de personnes. Rien à voir avec toi, Franck. Mais bon, qui sait. Je suis là parce que Pierre, qui est caché de la commission des conseillers extérieurs de Bretagne, du commerce extérieur de Bretagne, m'a entendu un jour grogner sur les problématiques que moi je rencontrais sur un sujet à l'époque en Inde, puisque nous fabriquons des lignes pour l'industrie agroalimentaire. Alors, premier problème, c'est qu'Andros va fabriquer en Inde sans nous, c'est très triste. Mais surtout, quand on arrive en Inde, effectivement, il y a énormément de dispersion, comme l'a expliqué Vianney, sur l'agriculture. Et nous, nos clients, sont des gens qui s'installent au milieu de zones agricoles. Et donc, nous, l'énorme échec qu'on a eu, puisque monter un projet d'ingénierie autour d'une ligne de production et de conserverie, ça a été de se rendre compte que le secteur dans lequel le client voulait aller ne pouvait tout simplement pas supporter d'un point de vue charge électrique et consommation énergétique un tel projet. Et c'est très très particulier parce que nous on est habitué à travailler un petit peu partout dans le monde, mais avoir un réflexe comme ça d'analyse un petit peu global d'un réseau, on l'a jamais eu. Et comme ce sont des gens qui veulent créer des lignes, qui veulent monter en gamme, qui veulent monter en puissance, ils n'ont pas forcément non plus la connaissance intrinsèque des besoins de leur propre projet. Et donc, c'est tout un pan sur lequel il faut porter une extrême attention quand on monte un projet de ce type-là. L'autre point par rapport à l'Inde, c'est que nous, on travaille dans notre équipe avec une personne qui est indienne. Et on a eu pas mal de surprises et d'incompréhensions culturelles sur les positions de caste et sur des placements de la personne par rapport aux équipes en France. Et c'est vrai que c'est une friction culturelle si vous voulez accueillir un Indien qui peut être un peu particulière. Voilà. Merci beaucoup, Maxime. En fait, en présentant la société et son historique, vous avez déjà un peu, on va dire, introduit la question suivante. Je souhaitais que vous nous parliez de votre compréhension du secteur, des grands enjeux pour vous, des clés de réussite. Voilà, donc c'est finalement aussi un peu en fonction dire, de comment vous voulez témoigner que je vous laisserai y répondre. Émilie, je ne sais pas si tu es encore en mesure de nous parler. Est-ce que tu es avec nous? Émilie est peut-être en train de passer justement le contrôle de Ça sécurité à s'écrit. l'aéroport. Ouais, très bien. Bon, on verra si on pourra la récupérer un peu plus tard. C'est vrai que c'est intéressant, hein, elle l'a très brièvement parlé, mais elle est à Hyderabad actuellement et donc elle est à l'aéroport pour
pour repartir sur Goa, mais Hyderabad, c'est là où est situé son partenaire indien avec lequel elle a monté Mamiyova, et donc avec lequel elle produit ses yaourts. Et donc il y a une problématique industrielle qui me semble assez importante. On avait parlé enfin c'est Franck qui nous parlait du Make in India. Franck, peut-être que tu peux nous parler davantage de l'expérience de MXtend, on va dire tant au niveau de la compréhension des enjeux que finalement de l'opportunité de monter un site industriel et de produire en Inde. Oui, tout à fait, avec plaisir. Et déjà, je commencerai par une notion assez générale. Et quand on cherche à investir à l'étranger, c'est vrai qu'on essaie de regarder trois choses sur le pays visé. Bien évidemment, les potentiels marchés, mais avant ça, de comprendre quelle est la valorisation du savoir-faire dans ce marché, dans ce pays. Et c'est vrai que très rapidement, on voit que la valorisation du savoir-faire en Inde, que ce soit avec les universités, les écoles ou même l'attitude, est très présente. Et il faut faire avec les Indiens parce ils sont là prêts à apprendre et tous les jours. Et c'est une dynamique qu'on a peut-être un petit peu perdue en Europe. Également, ce qu'on regarde, le deuxième point, c'est ce sens de l'intérêt collectif. Et dans l'introduction, Vianney, on a entendu des programmes, des projets, et il y a un vrai sens de l'intérêt collectif en Inde. Et puis enfin, et c'est toujours relatif, mais le relatif sérieux des finances publiques, aussi bien la stabilité du gouvernement avec Modi maintenant depuis quelques années, fait finalement que sur ces trois points, l'Inde est en très très bonne position pour nous, une bonne valorisation du savoir-faire, le sens de l'intérêt collectif, et puis ce sérieux des finances publiques, même si tout n'est pas transparent toujours, notamment au niveau local. Mais voilà, on a ce triptyque qui nous semble du coup être du coup un support, l'Inde, d'investissement étranger très bon. Nous, notre histoire en Inde a d'abord été animée par le marché local et où il a fallu, de notre expérience, finalement adapter énormément notre offre de par les tracteurs qui sont très différents, de par les utilisations finalement qu'on n'avait peut-être pas anticipées aussi bien et j'ai entendu l'expérience SECMA où finalement on a dû changer un petit peu notre logiciel et dire ben ouais, là-bas ils travaillent potentiellement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec des chauffeurs qui tournent et qui n'ont pas peut-être la même sensibilité au matériel, et donc c'est vrai qu'il a fallu revoir notre logiciel de conception, de fabrication. Ça a été important. Également, on pensait et on pense toujours que ça peut aller très vite ou parfois très lentement. Et aujourd'hui, on est encore pour le marché local hein, dans cette phase d'attente où finalement la manutention dans le monde agricole est encore très limitée, où on fait plus appel à la manutention humaine. On est persuadé que ça viendra. Mais à ce jour, c'est pas notre croissance en Inde ne vient pas du marché local, mais plutôt justement de ce programme Make in India, hein, poussé par le gouvernement et conjointement de la volonté des tractoristes indiens d'exporter leurs tracteurs et d'avoir l'ensemble des équipements qui vont sur leurs tracteurs associés et fabriqués en Inde. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec nos partenaires anciens tractoristes qui étaient sur le marché local, qui ont commencé à exporter, qui nous ont demandé finalement de faire des chargeurs fabriqués en Inde, mais pour les marchés nord-américains, notamment européens, et c'est ce qui permet aujourd'hui notre développement fort. Merci Franck. Maxime nous disait qu'il y avait eu quelques défis qui étaient liés finalement à la relation et au management interculturel. Franck, au niveau de MXtend, comment finalement la société a pu appréhender ces différences? Est-ce que vous avez localement un directeur qui permet de faire le lien? Est-ce que c'est important d'associer finalement
les équipes, la direction, le management au projet de développement en Inde? Oui, tout à fait, hein. L'écart culturel est fort, non négligeable, et puis il est pluriel, hein, parce que l'Inde est un sous-continent, et donc il faut aussi voir où on s'installe, et il peut avoir des vrais écarts culturels au sein même de l'Inde. Nous, déjà, dans un premier temps, en effet, on s'est fait accompagner, hein, dès les premières initiatives, que ce soit par la BCI pour nos premiers pas, également par un expatrié de longue date qui a créé son agence d'accompagnement Alternative India avec Gaspard de Bordas. Et puis enfin, au fur et à mesure de nos constructions, de nos développements, on a adopté une direction dans l'entreprise à deux têtes, une partie pour la partie industrielle, hein, et qui s'appuie forcément sur un savoir-faire développé en France, européen. Et aujourd'hui, Pascal Mazella est directeur industriel de l'entreprise. Et puis de l'autre côté, la partie commerciale où forcément il faut avoir toutes les clés culturelles, où là on a depuis 2017 également un Indien. Et donc c'est ce binôme-là qui dirige aujourd'hui l'entreprise. Je vous ai également parlé d'une famille et d'un départ de notre aventure indienne avec une joint venture qui s'est arrêtée quelques années après, mais forcément dans nos premiers pas, le fait d'avoir des partenaires indiens de confiance ont permis également de nous guider dans certaines démarches administratives plus ou moins officielles. Et donc c'est vrai que voilà, c'est très précieux de ne pas y aller seul et d'écouter les personnes d'expérience, aussi bien celles qui sont expatriées depuis longtemps que de construire une relation, et c'est tout à fait possible de construire une relation de confiance avec des Indiens. Merci bien, Franck. Pour compléter peut-être sur cette question de la difficulté finalement de bien comprendre les enjeux, de savoir avec qui et comment faire des affaires, notamment dans les premiers pas dans ce pays, il faut que j'ajoute que finalement la France est de manière institutionnelle assez bien présente, hein, puisque nous avons donc une ambassade, 4 consulats généraux, un bureau de France à Chennai qui dépend du consulat de France à Pondichéry, un deuxième bureau de France qui devrait être ouvert cet été à Hyderabad. Donc finalement, il y a un maillage assez fort de l'ensemble du territoire indien. Et finalement, à travers cette ambassade, ces consulats, vous avez aussi une conseillère agricole qui est là pour non seulement pour, on va dire, faire du lobbying vis-à-vis des autorités indiennes pour s'assurer que l'évolution des réglementations et des normes aille dans le sens des intérêts de la France. Alors bon, c'est pas évident, mais en tout cas, on a quelqu'un qui sur place travaille à plein temps sur cette question. Elle est aussi là pour, dans le cas où vous auriez un blocage de containers ou une difficulté avec les douanes ou une autorité indienne, vous aider à essayer de dénouer le problème. Vous avez également, et d'ailleurs, là aussi, c'est un point que je passerai très brièvement, hein, elle négocie aussi pour la France actuellement, pour la partie agricole, le traité de libre-échange qui est actuellement en négociation entre l'Union européenne et l'Inde. Dans ce dispositif public, vous avez aussi l'Institut français qui s'occupe de tout ce qui est coopération scientifique et universitaire. Si vous voulez développer localement de la recherche, du développement, des collaborations universitaires avec des scientifiques, ça peut être aussi une piste pour se développer en Inde. Moi, je suis basé à Bangalore, qui est un peu, enfin en tout cas, c'est comme ça qu'on aime l'appeler ici, la Silicon Valley de l'Inde. Et c'est un territoire dans lequel vous avez énormément de centres de recherche. Je crois que je discutais récemment avec
l'adjointe à l'attaché scientifique de l'ambassade d'Allemagne. Elle me disait qu'en dehors de l'Allemagne, c'était dans la région de Bangalore qu'ils avaient le plus de centres de R&D pour le secteur privé. Voilà, vous avez aussi la Chambre de commerce franco-indienne, l'IFCI, l'Indo-French Chamber of Commerce, qui est là pour animer la communauté d'affaires franco-indienne et qui donc permet aussi de créer un cadre d'échange avec notamment des comités sectoriels pour que vous puissiez vous confronter, réseauter, vous associer finalement avec d'autres acteurs locaux, français ou indiens, qui pourraient être complémentaires de votre activité. Et puis on est aujourd'hui ici à l'initiative des conseillers du commerce extérieur de la France, et on a un beau comité indien avec plus d'une cinquantaine de conseillers, dont Vivien Massot qui a coordonné le webinaire que nous avons aujourd'hui. Voilà. Tout ça sont des forces qui sont là pour vous apporter davantage de confiance. Alors certes, dans un marché qui est peut-être un peu éloigné, celui du grand export, mais en tout cas, vous avez autour de vous des outils pour vous faire réussir. Dont d'ailleurs Business France, qui accompagne plus de 400 entreprises chaque année de manière individuelle ou sur des prestations collectives. Maxime, donc tu nous disais qu'il y avait eu cette difficulté pour ce projet industriel et ces difficultés pour finalement trouver une alimentation énergétique à, si j'ai bien compris, l'éventuel site de production. Est-ce qu'aujourd'hui, Secma Cabon est active en Inde? Est-ce que vous avez des courants d'affaires, des flux d'affaires qui pourraient être intéressants à partager avec le public aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. Pour nous, l'Inde reste un sujet. C'est vrai que il faut vraiment être armé de patience, alors, surtout pour une petite structure comme la nôtre. On va dire qu'on redouble de patience et qu'on valide vraiment scrupuleusement toutes les étapes. Mais clairement, l'Inde, il y a des gens en Inde qui veulent du matériel, qui veulent grossir, qui exportent. Effectivement, hein, comme Franck le disait, il faut adapter le besoin. Nous, aujourd'hui, on va dire que en France, en Europe, on travaille principalement sur de la ligne qui fait entre 100 et 600 boîtes par minute. Euh, En Inde, aujourd'hui, on a beaucoup de projets sur des beaucoup plus petites cadences, sur des gros boîtages, qui va servir, par exemple, sur de la restauration collective, ce genre de choses, et qui part beaucoup à l'export, en effet. Et donc, c'est aussi un avantage, c'est parce que le fait de connaître les exigences des clients, de différents clients à travers le monde, suivant là où nos prospects indiens veulent pouvoir exporter, nous donne un rôle de conseiller aussi dans la création de la ligne un petit peu particulière au niveau de tout ce qui est contrôle. Et eux, ça leur donne une assurance, on va dire, de compétitivité et de qualité par rapport au marché ciblé, ce qui est assez intéressant. Merci bien, Maxime. Alors, je ne sais pas si Émilie, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es en mesure de parler? Ou est-ce que... Oui? Mais oui. Il y a des annonces derrière moi, mais moi, je vous entends très bien. Mais nous aussi, on t'entend très bien. Est-ce que tu peux nous dire alors, nous donner davantage d'input sur l'expérience d'Andros, peut-être sur le projet industriel, sur ta compréhension des enjeux, les clés de réussite sur le marché indien? Ouais, rien que ça. J'ai oublié de dire que j'étais CCE. C'est pas bien. Donc, je suis CCE aussi et secrétaire générale même. Voilà. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, les CCE sont aussi là pour on fait des missions gratuites de consulting si vous voulez juste tester les eaux. Voilà. Nous, on a plusieurs casquettes parce qu'on importe Bonne Maman. On connaît un petit peu aussi l'importation. Maintenant, la volonté d'Andros,
c'était de se développer sur le marché indien pour les Indiens, c'est-à-dire en créant des produits que les Indiens, a priori, voudraient consommer. C'est pour ça que j'ai rejoint l'entreprise. Donc on est parti avec un partenaire, ça s'est fait comme ça. Andros, honnêtement, avait un petit peu peur de l'Inde, à juste titre. Donc on a un partenaire. Pour nous, ça tombe bien parce qu'il nous aide avec l'approvisionnement de lait, sachant que c'est pas, même si l'Inde est le premier producteur de lait au monde, le rendement des vaches, le rendement des vaches. Alors 50% du lait indien vient de la bufflonne, mais bon, même le lait de bufflonne, le rendement est bien inférieur. Et donc en fait, il y a des problèmes d'approvisionnement en lait, il n'y a pas assez de lait. C'est une problématique du gouvernement qui essaye d'améliorer ça. En plus, 50% du lait ne quitte pas la ferme. Il reste à la ferme ou est partagé dans le village. Finalement, l'industrie laitière ne récupère que 20% du lait qui est produit. Voilà. Donc pour nous, avoir un partenaire sur les appros, c'était important. On a construit une usine qui est bien. Alors après, construire une usine en Inde, dans mon expérience en tout cas, les Indiens ont une vision court-termiste. Ils savent l'argent qu'ils investissent tout de suite. Donc, ils construisent une usine, mettons, pour 3 ans, alors que nous, on a tendance à les construire pour au moins 30 ans. Et c'est vrai qu'il a fallu faire pas mal de compromis. Je pense qu'on s'en est bien sorti. Il faut comprendre la vision indienne où il y a beaucoup de place laissée aux aléas, être plus flexible, rebondir, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec un outil qu'on construit sur le très long terme. Et puis, il y a aussi une attitude où on lance et puis on voit si ça marche. Au lieu de faire beaucoup de R&D, beaucoup de tests, beaucoup de marketing, on essaye et on voit. Donc aussi l'intérêt de construire quelque chose de moins pérenne. Et voilà la difficulté avec le marché indien, nous, parce qu'on a des yaourts aux fruits qui sont assez chers. On ne peut pas vraiment faire autrement. La difficulté, c'est la logistique dans le frais. Même si on a réussi à avoir une plus longue DLC que la concurrence, ça reste compliqué. Et le fait est que s'il y a un marché, puisqu'il y a au moins 100 millions d'Indiens qui vivent comme des Européens, mais ils sont un peu partout sur le territoire et ça rend difficile l'accès à ces gens-là. Voilà ce que je peux te dire. Merci, Émilie. Autre question, peut-être pour Franck. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. Il y a le fait que Amextern utilise l'Inde comme plateforme finalement d'exportation dans la région d'Asie du Sud. À mon avis, pour être intéressant, alors pas seulement d'Asie du Sud, peut-être que d'ailleurs tu pourrais élaborer sur le sujet, comment l'Inde peut-être l'Inde qui se veut être un China Plus One, qui dans cette nouvelle donne, finalement, avec la Chine, qui pendant la crise du Covid a pu faire peur à certains et en a encouragé d'autres à finalement diversifier ses sources d'approvisionnement. Est-ce que finalement l'Inde a les atouts pour localiser un site de production et réussir sur les marchés internationaux, donc en dehors de l'Inde? Oui, c'est une bonne question. Et pour reprendre l'histoire de Mxten, ça a finalement jamais été notre approche de dire on va localiser une usine et produire en Inde pour l'Europe et nos activités européennes. Ça a été plutôt finalement contraint et forcé avec les difficultés en Europe et particulièrement en France de trouver la ressource humaine et notamment des soudeurs qui nous a fait pour accompagner les développements que l'on avait en Europe, qui nous a fait finalement ouvrir cette solution de localisation d'une production de produits pour nos activités européennes et qui nous a permis, d'être patient et d'attendre
démarrage du marché local ou, comme je l'expliquais, le début des exportations des tractoristes indiens et du Make in India. Et ce qui nous a permis également de faire monter en compétences finalement tout un pool d'Indiens qui sont encore aujourd'hui avec nous. Et c'est vrai que ça a été un des challenges, c'est bien évidemment de former les Indiens. Et comme je l'exprimais tout à l'heure, ils ont la soif et il y a cette dynamique d'apprendre. Cependant, il faut construire les conditions pour qu'ils restent. Et ça a été vraiment un challenge au début des conditions. Et souvent, on dit, oui, on est en Inde, mais on est une entreprise européenne en Inde. Et on doit proposer à nos collaborateurs indiens des conditions de travail au niveau de ce que l'on peut faire en Europe. Et c'est, je pense, qui nous a permis aussi de fidéliser nos compétences et d'être prêts finalement au moment où ça démarre. Et parce que c'est vrai, ça peut aller très très vite à un moment. Et au moment où où on démarre, on a vraiment ces potentiels-là. Donc c'est vraiment ce qui nous a fait imaginer cette forme de délocalisation contraint, mais certainement, voilà, une fois qu'on a construit ces compétences-là, voilà, il y a des approches qualité, il y a la capacité à exporter relativement facilement, et notamment en 2018, puisque ces exportations vers la France augmentaient, ben, on a travaillé sur l'obtention d'un permis pour être capable de sceller nous-mêmes et faciliter le passage aux frontières de nos containers. Donc, tout est possible, et c'est souvent ce que je dis d'ailleurs avec l'Inde, tout est possible en Inde. Ça peut aller très très vite, et moi je suis persuadé que pour les industriels, alors peut-être pas un China 2, je pense que c'est bien mieux que la Chine sur beaucoup d'aspects. Merci beaucoup, Franck. On a également là qui s'est connecté sur cet atelier, sur ce webinaire, Vinod Subra, qui est donc conseiller du commerce extérieur de la France au comité Inde et qui a lui aussi une expérience, un projet industriel particulièrement intéressant. Et donc, Vinod, je t'invite à partager un petit peu cette expérience avec nous. Oui, bonjour Vianney. Est-ce que tu m'entends? Très bien, je te remercie. Très bien. Oui, merci Vianney de me proposer d'intervenir. Donc, je m'appelle Vinod Subra, je suis le directeur de la filiale indienne du groupe Serval. Donc, c'est un groupe français qui est spécialisé dans la nutrition animale. On fabrique de l'aliment d'allaitement pour jeunes animaux, plus particulièrement les veaux, les chevreaux, les bufflons, les porcelets aussi, parce qu'il y a un marché porc en Inde. Et donc, nous avons installé notre entreprise il y a 3 ans avec une unité de production dans le sud de l'Inde. Donc, c'est une unité de production qui est dans l'état du Tamil Nadu, donc à la pointe sud de l'Inde. On procure, donc on s'approvisionne en matières premières en Inde, on transforme en Inde et on vend partout en Inde. On vend via un réseau de distributeurs. Parce que lorsque nous avons installé l'entreprise, on s'est rendu compte que l'Inde est un pays immense et c'est un pays qu'il faudrait comparer à l'Europe. C'est qu'il y a 28 États en Inde et chaque État a ses particularités, a sa propre langue en général, a aussi son réseau, sa typologie de clients. Donc on a dû travailler avec un réseau de distributeurs dans chaque État pour nous permettre de pouvoir mieux approcher notre client final qui est l'éleveur. Donc, on vend à des éleveurs laitiers, on vend à des éleveurs de porcs, à des éleveurs de chèvres. Et donc, le réseau distributeur nous permet de pouvoir les cibler, de pouvoir mieux communiquer aussi avec notre clientèle. Donc, l'Inde, on a connu beaucoup de difficultés au début, mais on a su faire face à ces difficultés en s'adaptant.
Je crois qu'un des intervenants a parlé d'adaptabilité. C'est clair qu'en Inde, il faut s'adapter. Il faut comprendre rapidement les différentialités qui existent en Inde parce que c'est un marché, comme je l'ai dit, qui ressemble à l'Europe. C'est-à-dire qu'on peut avoir un marché qui ressemble à la France, un autre marché qui ressemble à l'Espagne. Dans le secteur agricole, même en Europe, on a des différences et c'est le cas en Inde. Dans le secteur laitier, Émilie a parlé du secteur. C'est vrai que le secteur laitier est un secteur compliqué en Inde, mais aussi un secteur avec beaucoup de diversité. Le sud est un peu moins avancé que le nord de l'Inde. Par exemple, on a deux États qui s'appellent l'État du Punjab et de l'Haryana, qui sont des États très avancés dans le secteur laitier et qu'on peut même comparer à la Bretagne chez nous, en termes de production de lait, en termes de technicité, en termes de taille de ferme. Et aussi, c'est un secteur qui a besoin d'innovation, qui a besoin aussi de nouvelles technologies et qui est en attente de tout ça. Je vais terminer sur les opportunités. Il y a énormément d'opportunités pour des entreprises françaises donc dans le secteur agricole en Inde, dans le secteur laitier bien sûr, mais des secteurs qui sont en pleine expansion comme l'aquaculture. L'Inde produit des crevettes, produit du poisson. Il y a des zones côtières. La zone côte est de l'Inde est une zone aquacole pardon, très importante et qui est en attente d'innovation. Le secteur avicole en Inde est un secteur très important. La production de volailles de chair et d'œufs est très centrée sur l'état du sud-centre de l'Inde qui s'appelle Andhra Pradesh et le Telangana. Et les opportunités sont donc en nutrition animale, en génétique aussi, en data management, en élevage. Il y a aussi des opportunités dans le secteur bio. C'est un secteur qui va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir en Inde. La certification bio en Inde donc, commence à peine à se structurer. Donc, en étant les premiers, il y a possibilité de pouvoir prendre une bonne part de marché et aussi de pouvoir de comprendre très rapidement les codes de ce segment en vogue en Inde. Les équipements aussi. Les équipements en Inde aussi, il y a énormément besoin d'équipements pour pouvoir faire face aussi à une pénurie de main-d'œuvre en fait. Dans certains secteurs, notamment le secteur agricole, on va dire le secteur du bétail, dans les fermes laitières par exemple, il est difficile aussi de recruter de la main-d'œuvre. Il y a besoin de beaucoup plus d'automatisation de ces élevages. Et là, il y a une attente en Inde et on pense que beaucoup d'acteurs internationaux, et j'espère aussi français, donc, viendront en Inde très prochainement. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Vinod, pour ces éléments. Pour continuer sur la démonstration d'un dispositif institutionnel à vos côtés pour vous aider à réussir en Inde, il y a un programme que vous connaissez bien, en tout cas pour les membres, pour les conseillers du commerce extérieur. C'est le programme du volontariat international en entreprise, qui est bien évidemment un dispositif qui fonctionne en Inde, qui fonctionne bien, hein. On a une petite soixantaine actuellement de VIE dans à peu près tous les secteurs. Alors dans le secteur agricole, finalement, ce nombre est un peu plus modeste. On a un VIE notamment dans les ingrédients, les arômes pour l'industrie agroalimentaire. On a des VIE qui peuvent être des brand ambassadors pour des marques de vin et de spiritueux. On a aussi du VIE pour ce qui est de... alors c'est plutôt un ex-VIE, puisque comme Émilie disait qu'elle avait été elle-même VIE, les VIE sont aussi des futurs managers en force. Et on a un ancien VIE qui était basé en Inde et qui, à la fin de sa mission, a changé d'employeur, mais qui aujourd'hui travaille pour une société française dans le secteur de la santé animale. Donc, c'est une formule qui fonctionne bien. Il y a actuellement, si vous allez sur la plateforme monveieinternational.fr, plus de 25 offres
qui montre un petit peu la vitalité du dispositif et l'appétence pour les entreprises françaises en Inde d'utiliser ce dispositif. Il faut savoir que même si vous n'aviez pas aujourd'hui de structure locale, vous pourriez d'une part le localiser, le faire héberger chez votre partenaire indien, mais vous avez aussi des structures d'accueil référencées, les partenaires Team France Export en Inde. Donc, on a 3 prestataires référencés. On a donc l'Indo-French Chamber of Commerce que je mentionnais un peu plus tôt, qui a des bureaux un peu partout en Inde. Vous avez Altios International, qui a aussi des capacités d'hébergement dans la plupart des grandes villes du pays. Et vous avez également Wedge Consulting. Alors là, c'est plutôt à Delhi, mais qui peut également héberger vos VIE, qui peuvent être des VIE, par exemple, pour faire du développement commercial, pour faire du débroussaillage, pour identifier vos futurs partenaires. Et puis, je parlais de ces partenaires référencés Team France Export. C'est en fait un dispositif qu'on met en place, Business France, dans les pays où nous sommes présents. Et donc, en fait, on référence un certain nombre d'acteurs du secteur privé sur 4 catégories, qui sont aussi des acteurs qui sont là pour vous apporter de la confiance, pour s'assurer que vous êtes dans les meilleures conditions pour réussir en Inde. Il y a la catégorie droit et fiscalité, vous avez la catégorie hébergement, dont hébergement VIE, vous avez la catégorie gestion de filiales, et puis vous avez la catégorie représentation commerciale dans la durée. Donc pour chacun de ces catégories, on a entre 3 et 5 prestataires répertoriés, et voilà, c'est aussi notre rôle de vous mettre en relation avec vous pour votre succès en Inde. Voilà, je vois qu'on se rapproche de la fin du webinaire. Peut-être qu'on pourrait accueillir quelques questions. Nicolas, je ne sais pas si tu as des... Oui, alors je voyais quelques questions dans le chat. Ouais. N'hésitez pas d'ailleurs à en poser. Alors, on a une question très pratico-pratique de la part de Josiane qui pose une question au sujet du Credoc. Si le Credoc est très utilisé comme mode de paiement en Inde. Alors peut-être que pour cette question, est-ce que Émilie, toi, tu as un commentaire à faire? Attends, le quoi? Le Credoc? Le crédit documentaire. Crédit documentaire, est-ce que selon toi, c'est selon toi... On l'a pas utilisé, nous, mais aucune idée. D'accord. Je ne sais même pas ce que c'est. D'accord. Vianney, je peux En revanche, je répondre. peux vous parler d'envoyer des fonds, c'est assez compliqué. Mais ça se fait. Mais le Credoc, non, tout ça. Ok. Émilie, je vois que Vinod, tu réagis sur cette question? Oui, en fait, le crédit documentaire est très utilisé en Inde, en fait, en cas d'importation ou d'exportation. Souvent en Inde, il est préférable d'utiliser la lettre de crédit irrévocable et confirmée. Les Indiens systématiquement le font lorsqu'ils exportent au Moyen-Orient, en Afrique plutôt prépaiement et dans le reste de l'Asie, ils sont aussi en lettres de crédit. Et pour l'Europe, lettres de crédit aussi, en termes d'exportation. Mais comme en France, comme pour les entreprises françaises, les entreprises indiennes qui font de l'import-export se fient aussi aux notations, se fient aussi à l'assurance crédit. Il existe aussi en Inde des sociétés qui fournissent donc de l'assurance crédit, comme on pourrait l'avoir en France, comme Coface, le Crédit Agricole ou Euler Hermès. Il existe des équivalents en Inde, mais la Coface aussi, par exemple, est présente en Inde. Donc, c'est un pays où la sûreté de paiement peut être mise en place. Merci, Vinod.
Merci Vinod. Il y a aussi, si on reste sur la thématique du paiement et plutôt du financement du développement en Inde, vous avez aussi BPI France qui propose des solutions avec notamment l'assurance prospection accompagnement qui vous permet finalement de couvrir des projets de prospection avec un budget, je crois, entre 10 000 et 40 000 euros. Voilà, BPI France avance finalement les frais qui ont été budgétés et validés par BPI France et après donc récupère cette avance à des taux assez intéressants. Merci Vianney. Et effectivement, je m'étais noté d'évoquer BPI France. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Là, on a cité les CCE, Business France, CCI France International, Bretagne Commerce International. D'ailleurs, n'oubliez pas l'Open de l'international le 3 juillet à Saint-Brieuc, qui est le rendez-vous en Bretagne de l'international. Je vais citer le WTC, World Trade Center, pour le côté échange et partage. Certains membres ont des spécificités Inde, d'ailleurs, tout comme les CCE. En France, nous avons des CCE qui ont cette spécificité sur l'Inde. Nous avons également parlé des dispositifs VIE pour l'implantation. Et c'est vrai, bon, on a eu quelques questions suite aux commentaires de Maxime, notamment sur l'interculturel, le côté caste, le côté sociétal. En Inde, ce sont des sujets, je pense, qui méritent peut-être d'être plus évoqués et pour le coup plutôt en présentiel qu'en distanciel sur des formats courts. Mais effectivement, ce genre d'échange interculturel, c'est toujours des échanges très riches, toujours très sous-jacent de toute façon de tous nos ateliers, que ce soit sur l'Inde ou autre pays. Et donc effectivement, je pense que on pourrait évoquer ces côtés-là un peu plus tard lors d'un prochain atelier, pourquoi pas sur l'Inde ou autre, que ce soit avec le réseau CCE, que ce soit avec Bretagne Commerce International, Team France Export, avec le WTC, etc. Moi, de mon côté, sinon, je ne vois pas d'autres questions, pas pour le moment. On a également... Seulement par rapport à ce que tu disais sur l'Open de l'international à Saint-Brieuc, on a deux représentants on va dire, de la Team France Export indienne qui seront présents. Vous avez Johan Samuel, qui est directeur donc, de l'Indo-French Chamber of Commerce pour le sud de l'Inde, et vous avez Eric Fajol, qui est le directeur de Business France pour l'Est du Sud, qui pourront donc, on va dire, aller un peu plus en profondeur de manière individualisée dans vos considérations et vos questions concernant ce pays. Merci Vianney. Je pense que maintenant, nous pouvons passer aux remerciements, tout simplement. Donc, merci pour ta modération et puis ces riches échanges. On se verra très certainement en 2024 à Bangalore. J'y serai en mars pour l'Assemblée générale des World Trade Center qui a lieu à Bangalore. Donc, je passerai te faire un bonjour et dis-moi ce que tu souhaites que je te ramène depuis la métropole. Toujours sympa. Merci beaucoup, Émilie. Je te souhaite, Émilie, un bon vol pour Goa. C'est une belle destination. Merci, Maxime, qui a dû nous quitter un peu plus tôt que prévu. Franck, pour ton témoignage. J'espère d'ailleurs qu'on pourra effectivement échanger davantage, peut-être sur l'Inde ou même sur le Brésil, parce que le Brésil va faire partie d'un des ateliers du WTC fin 2023 ou en 2024. Merci Pierre. Pierre, tu es en ligne d'avoir participé à cet échange, cette organisation à l'atelier. Et puis, je vais remercier Vivien. Alors, je ne sais pas si Vivien est en ligne, Vivien Massot, qui a été à l'initiative de cet atelier et je ne sais même pas s'il a pu y participer, mais en tout cas, nous pensons fort à toi. Voilà, Vianney, tu as peut-être quelque chose à rajouter? Non, également merci à Vinod d'être entré dans l'échange et de nous avoir apporté son témoignage. Parfait. Bon, eh bien, à très bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée.